Bonjour. Aujourd'hui, on explore un peu les pages de Planète, cette revue assez mythique. Oui, connue pour son mélange parfois détonnant de science, d'histoire, de fiction et de mystère aussi. Notre but, essayer de dénicher quelques pépites, quelques idées qui bousculent un peu nos certitudes, que ce soit en géographie, en sciences, ou même, qui sait, sur d'autres dimensions. On va piocher dans une analyse historique audacieuse, des récits spéculatifs. Alors, allons-y. On commence ce fort avec une relecture assez radicale d'un voyage légendaire. Il y a cet article de l'historien Robert Philippe. Il avance une théorie, disons, audacieuse. Ah oui, Et si l'Odyssée d'Homère, si elle ne se passait pas vraiment en Méditerranée? ah, la fameuse théorie de l'Atlantique. Exactement. Il suggère qu'Homère aurait pu s'inspirer de récits phéniciens, des récits de voyages beaucoup plus au nord, sur l'Atlantique. Oui. Et ce qui est intéressant, ce sont les indices qu'il relève dans le texte même d'Homère. Il parle de Charybde, ce monstre qui avale et recrache l'eau 3 fois par jour. Ça ressemble drôlement aux marais de l'Atlantique, non? C'est vrai qu'en Méditerranée, les marées sont quasi inexistantes. Voilà. Et il y a aussi ces descriptions de ports très profonds, alors qu'en Méditerranée, à l'époque, on tirait plutôt les bateaux sur le sable. Et puis, cette mer souvent démontée et qu'Homère appelle Océanos, l'océan, quoi. C'est vrai que quand on y pense, ça change la perspective. Et l'itinéraire qu'il propose, alors là, Ah oui, l'itinéraire est fascinant. Il nous emmène très loin de la Grèce. Il suggère Belle-Île pour Circé, la région de Quimper pour le pays des Cimériens, le Raz de Sein pour les sirènes, Ouessant pour l'île du Trident. carrément. C'est ça. Et il va même jusqu'à imaginer la Scandinavie pour les Phéaciens. Il relie tout ça aux anciennes routes commerciales, celles de l'Étain, de l'Ambre. Ce qui est fou, c'est que ça voudrait dire que nos mythes fondateurs seraient, en quelque sorte, l'écho d'une histoire bien plus vaste. Tout à fait. Et l'analyse ne s'arrête pas là. Elle fait le lien avec les civilisations mégalithiques, les Cyclopes, les Lestringons, vus comme des bâtisseurs de dolmens, ces énormes structures de pierre. D'accord. Et de manière encore plus spéculative, il y a une connexion avec l'Atlantide. L'idée que les peuples de la mer, Ah oui, ces envahisseurs mystérieux de la fin de l'âge du bronze. exactement, qu'ils pourraient être en fait des populations venues de ces régions atlantiques, peut-être déplacées après une catastrophe, ça connecte le mythe grec à la préhistoire atlantique. C'est C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, alors, de cette géographie un peu chamboulée, passons à d'autres frontières. Celle de la réalité elle-même. Parce que Planète, c'était aussi ça. Explorer l'étrange, y compris via la fiction. Il y a cette nouvelle, Le baiser du dieu noir, de C.L. Moore. L'héroïne Jirel, elle emprunte un passage, comment dire, à la géométrie impossible. ah oui, ce tunnel étroit et poli qui s'enroulait sur lui-même comme un tire-bouchon. C'est ça. Pour arriver dans un autre monde, sous d'autres étoiles. C'est une belle image littéraire pour parler peut-être d'espaces non euclidiens ou de dimensions parallèles comme des portails. Bon, c'est de la fiction bien sûr, mais ça touche à cette fascination humaine pour ce qui est au-delà du visible, du connu. Une fascination que la revue explorait aussi par d'autres biais, non? Oui, tout à fait. Par exemple, avec les états modifiés de conscience. Il parlait des drogues hallucinogènes comme d'un zen instantané, une sorte de raccourci vers d'autres perceptions. Ou dans une autre nouvelle célèbre, Les chiens de Tyndalos, le personnage utilise une drogue pour percevoir le temps différemment. Ah oui, c'est d'histoire de temps angulaire. Exactement. Il ne vit plus le temps de façon linéaire, mais il accède à une sorte de dimension temporelle différente, peuplée d'entités, plutôt effrayantes d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que Planète faisait le pont entre ces fictions et des recherches bien réelles, ou du moins considérées comme telles à l'époque. Oui, il y avait un intérêt marqué pour la parapsychologie. Par exemple, les expériences de télépathie du professeur Vassiliev en Russie. Ces travaux suggéraient qu'une communication mentale restait possible même quand les sujets étaient isolés dans une cage de Faraday. Ce qui, si c'est vrai, défierait nos lois physiques connues, puisque la cage bloque les ondes électromagnétiques. Précisément, ça pointe vers des phénomènes qui échappent à nos explications habituelles. Et ça nous amène peut-être à un autre type de phénomène inexpliqué abordé dans la revue, le cas de Gustave Roy. Ah, Gustave Roy, le mage. Oui, un article de Pitigrilli en parlait. Il décrivait des démonstrations assez bluffantes avec des cartes à jouer. Apparemment réalisées devant des témoins comme Fellini, quand même. Bluffante comment? Eh bien, des signatures qui apparaîtraient sur une carte choisie au hasard dans un jeu neuf, encore sous cellophane. Ou des cartes qui se réarrangeraient toutes seules dans le paquet pour donner le résultat d'une multiplication complexe. Attendez, comment ça?
Le résultat d'une multiplication? Oui, une multiplication demandée à l'instant. Et parfois même, des cartes supplémentaires apparaissaient dans le jeu si elles étaient nécessaires pour former le nombre exact du résultat. C'est déroutant. Et l'auteur, Pitigrilli, il en disait quoi? Justement, il soulignait que les explications rationnelles habituelles, genre l'illusionnisme, semblaient difficiles à appliquer dans ces conditions. Et il critiquait un peu cette tendance à tout ramener au subconscient. Pour lui, c'était un mot un peu fourre-tout, un placebo verbal, disait-il, un moyen de nommer le mystère pour ne plus avoir à y penser sans vraiment l'expliquer. Alors, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans Planète Sampierret? Moi, je vois surtout une immense curiosité, une volonté de ne pas s'arrêter aux frontières admises, que ce soit en histoire, en sciences. Oui, une ouverture d'esprit assez remarquable. Ça met en lumière tout ce qu'on ignore peut-être encore. Et ça questionne les lignes qu'on trace un peu vite entre le mythe, la fiction, la science établie et d'éventuelles réalités cachées. Ça invite à l'humilité en fait. Et peut-être, pour finir, on pourrait reprendre cette citation d'Aristote que la revue aimait bien, l'étonnement est le commencement de la science. Explorer ces idées en marge, qu'elles soient spéculatives, issues de la fiction ou juste inexpliquées, ce n'est peut-être pas juste une distraction. Soit habituellement. Exactement. Quels sont les territoires inconnus, géographiques, mentaux ou même physiques, qui nous restent encore à découvrir, à cartographier? Voilà une question qui reste ouverte.